Valéria, déjà, premier mot, moi j'aimerais, si vous êtes d'accord, c'est quel est votre ressenti par rapport à ce que vous avez entendu? Est-ce que vous voulez réagir déjà à chaud par rapport à différents éléments qui ont été évoqués? Et puis après, c'est certainement, en fonction des sujets qu'on a pu évoquer, c'est de nous donner votre vision, puisque vous avez beaucoup travaillé sur la cyber, et d'autres... Et pas que. Et pas que. Et donc... On me réduit un peu trop à la cyber, mais en fait, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Mais j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'autres choses, parce que j'ai regardé, j'ai eu la curiosité de regarder ce que vous avez fait. Et donc, j'aimerais déjà vous entendre, si vous voulez réagir sur les propos de la table ronde précédente, d'un des rapporteurs, et des propos qui sont liés au livre blanc, restitution sur les limites de l'assurance. Et ensuite, si vous voulez nous parler de votre vision de la cyber. Et pour moi, parce que comme j'ai vu tous les chiffres, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est très loin d'avoir pris conscience du risque et des risques à venir. Et je dirais globalement des risques émergents. Donc, comme vous avez travaillé sur beaucoup de dossiers, dans le cadre de vos fonctions de présidente, j'aimerais vous entendre sur ce point-là, si vous en êtes d'accord. Plus globalement, il était utile et intéressant de voir effectivement énumérer les limites, se poser la question de ces limites, les identifier. Et c'est vrai que de les voir dépasser dans un prochain livre blanc, ça serait formidable. Mais je pense que les limites sont de plusieurs ordres, et c'est ce qui a été révélé finalement dans le livre blanc, les limites juridiques et les limites d'esprit qu'on se pose en s'imposant une forme de limite. Il y a effectivement le risque systémique qui sort complètement de la définition juridique et qui n'est pas assurable par le privé. Ça, on le savait déjà, et on a été confronté à ce risque systémique au travers de la crise sanitaire, finalement. Donc, un partenariat potentiellement public-privé sur le volet systémique est évidemment utile à être envisagé. On l'a déjà fait pour plusieurs risques comme le climatique ou le terrorisme. Ça peut être envisagé sur d'autres risques. Maintenant, plus globalement, le monde, notre façon de consommer, notre façon de produire, notre façon de vivre se modifie suffisamment pour qu'on remette en question les fondamentaux de l'assurance. Et on l'a évoqué tout à l'heure, l'actuariat par exemple. Le positionnement sur le passé pour regarder vers l'avenir n'est plus forcément la norme dans le monde actuel où on dispose de données et de technologies pour pouvoir analyser de la donnée au quotidien, au plus près du risque qui peut potentiellement se produire. Donc ce changement de paradigme entraîne aussi l'évolution de l'approche de l'exposition des porteurs de risques sur le marché, et puis repositionne aussi, on l'a évoqué tout à l'heure au sujet du livre blanc, le service client quelque part, puisque au travers des auditions ou des sondages, on voit bien que les consommateurs attendent une forme de personnalisation. Moi, en tant que parlementaire, je dis vigilance. L'hyperpersonnalisation, elle se pratique chez les anglo-saxons. C'est pas forcément ce qu'on veut voir arriver sur notre territoire, du fait qu'on protège une forme de mutualisation à la française sur notre territoire national. Donc, il faut préserver d'un côté la mutualisation et de l'autre côté être plus en phase avec la demande du consommateur, qu'il s'agisse de l'entreprise ou qu'il s'agisse du particulier, puisqu'il ne tolère plus le consommateur le risque. On voit bien, les divers confinements ont été plutôt bien vécus, puisqu'on ne tolère plus le risque du tout, ni le risque pour le matériel, ni le risque pour la vie. On veut un monde stérile avec un risque zéro, ce qui n'existe pas. Et puis, on ne tolère plus le fait qu'il n'y ait pas de solution. On a vu la réaction envers les assureurs a été hypodermique parce qu'il n'était pas tolérable qu'il n'ait pas la solution miracle. Donc, tout cela mis bout à bout, il cherche aussi le consommateur à obtenir le service qui lui correspond.
On avait vu quand la mutuelle, quand on avait eu les débats il y a plusieurs années de ça sur la mutuelle responsable, pas responsable, obligatoire dans l'entreprise, nous avons eu un front de seigneurs qui disait mais je ne vois pas pourquoi je paierais le forfait qui était un forfait gratuit de prévention mis en place par les assureurs sur la contraception puisque je suis seigneur et je n'ai pas besoin. Donc enlevez-moi ça et le prix correspondant. Et là, on sent qu'il y a une forme d'exigence, au-delà de l'exigence que Franck a souligné sur l'intolérance au fait qu'on dépense des énergies fossiles, qu'on soutienne encore des industries lourdes. Au-delà de ça, il y a aussi le service qu'on exige pour soi et qui met une pression sur le développement des produits. Donc, on veut tout à la fois. On le veut au meilleur prix, ça c'est le rôle du consommateur évidemment, mais surtout on se heurte à l'évolution de la société vers les risques que l'assureur n'a pas envisagés. On revient sur l'actuariat, c'est-à-dire qu'il n'a pas, enfin sur le cyber, il dit moi j'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir vous donner un prix correspondant et savoir comment je suis exposé après vis-à-vis de mes obligations de réglementation sectorielle. Et donc, on est dans ce virage, clairement, qui doit être pris de la bonne façon. Et cette transformation, si elle n'est pas faite rapidement pour replacer chacun dans son nouveau rôle et dans sa façon nouvelle d'approcher le risque, on peut se retrouver avec un marché avec une pénurie, des lacunes, des trous dans la raquette qui peuvent poser des problématiques parce que la société française est ainsi faite, on ne peut quasiment faire aucune activité sans assurance. C'est pas qu'elle est obligatoire. Les obligations d'assurance sont finalement assez rares dans le sens où pénalement on peut être répréhensible pour ne pas avoir souscrit une assurance. Mais en réalité, l'intolérance au risque qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années fait que dans toute interaction, je vais exiger autour de moi qu'il y ait une forme de couverture en cas de sinistre qui, avec mon fournisseur d'électricité, de gaz, d'eau, avec mes collaborateurs, avec mon chauffeur de taxi et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc, on est tous obligés de s'assurer. Et c'est là que j'estime que la nouvelle place de l'assureur a peut-être... et c'est là-dessus que j'étais partie avec le groupe d'études assurance en me disant, l'assureur est incontournable. On n'a pas le choix. C'est un petit peu comme le comptable pour une entreprise, c'est le jeu. Donc, il est partout et il a une forme de pouvoir dans le sens où il est de bons conseils. Il a une obligation de conseil qui lui est juridiquement attachée en plus. Donc, c'est l'occasion de lui faire diffuser un volet préventif, un volet pédagogique. Alors certes, il ne faut pas lui faire perdre son temps parce qu'il est là aussi pour gagner de l'argent et puis il a des comptes à rendre soit à ses adhérents, soit à ses actionnaires. Mais ça reste un tiers de confiance pivot qui potentiellement a un rôle à jouer en la matière. Et plus j'ai travaillé sur le régime des catastrophes naturelles ou sur le sujet de la cyberassurance, plus je me suis rendu compte que ça devient incontournable et que le 21e siècle de l'assurance, ce sera de la prévention ou ça ne le sera pas. Il y a vraiment un enjeu considérable en la matière, mais pour ça, il faut que le cordonnier soit bien chaussé, que l'assureur lui-même prenne des nouvelles compétences. Et comme ça a été dit précédemment sur la table ronde, les métiers nouveaux n'apparaissent peut-être pas tous les jours, mais il y a une transformation quand même profonde d'un certain nombre de métiers qui nécessitent une transversalité et l'acquisition des compétences nouvelles et des compréhensions nouvelles. Merci Valéria pour votre éclairage, mais vous mettez en avant quelque part la responsabilité. Il y a une nouvelle technologie qui se développe, on aura bientôt des véhicules, on sera tous équipés de véhicules autonomes.
Mais non, justement, la propriété privée sera terminée du véhicule autonome. Il y aura des parcs et on pourra les louer à la minute, à l'heure. Et en cas d'accident, qui est responsable? En cas de panne, qui est responsable? Donc, tous ces éléments-là seront assurés. Qui sera en capacité d'assurer demain? Première question. Et deuxième question dans la foulée. Moi, j'aimerais bien avoir votre regard sur la capacité financière à couvrir des risques climatiques, environnementaux. Est-ce que les assureurs français, européens, internationaux sont en capacité à absorber le choc financier? Alors, votre regard. En ce qui concerne le véhicule autonome, effectivement, l'Europe est encore en train de se positionner à savoir s'il y a une éthique, une autonomie, une personnalité. Enfin, tout ça, c'est encore en cours de régulation et de réflexion. Maintenant, ce qui est important aussi à envisager, c'est que le véhicule autonome, s'il est autorisé définitivement totalement autonome, catégorie 5, on parle de véhicule totalement autonome, s'il est autorisé à la circulation, c'est qu'on estime, a priori, qu'il est moins dangereux que l'humain en volant. Et donc, je pense que ce sera la bascule définitivement. On aura atteint le maximum de l'intolérance au risque. C'est-à-dire qu'on fera plus confiance à la machine parce que sur 1000 heures de vol, elle va faire moins d'erreurs. C'est le cas de l'avion déjà. Hein. Les erreurs existent. À chaque fois, ce sont des erreurs dramatiques. Mais statistiquement parlant, ça vole de manière plus sécurisée que les voitures. Donc, à un moment donné, on basculera vers cette obligation de transformation du parc total parce que ça génère a priori moins de risques. Donc, il y aura moins de sinistres, donc il y aura moins de marge, donc il y aura certainement des assureurs de parc puisque ce sera plus non plus de l'individualisation puisque la partie conducteur sera très limitée, voire inexistante dans la responsabilité. A priori, il n'y aura plus de conducteur. Oui, tout à fait. Enfin, l'utilisateur, on dira. Attention avec les algorithmes auto-apprenants. Il y a vraiment un comment dirais-je est-ce que vous avez déjà pris une voiture de location? J'en loue régulièrement. Donc, quand vous prenez une voiture de location et qu'elle est en mécanique, avec une boîte mécanique, vous cherchez comment fonctionnent les pédales, tout ça, vous vous habituez au véhicule. Et il y a toujours le conducteur qui conduit depuis des années dit toujours « Ah, bon, on voit bien qu'elle a connu plein de conducteurs différents parce que du coup, elle réagit comme ci ou comme ça, son homme réagit dur, elle réagit trop vite, pas assez vite, et ainsi de suite. » Et ça va être aussi le cas de l'algorithme parce qu'il est auto-apprenant. Donc, en fonction de comment vous l'utilisez, il y aura certainement de la responsabilité aussi des usagers parce que quand vous lui apprenez à faire des bêtises, quand vous l'utilisez à mauvais escient, a priori, cet algorithme pourra potentiellement reproduire des bêtises. On a vu avec l'algorithme de Facebook qui était devenu raciste en quelques heures, à force d'être entraîné par des rigolos qui croyaient que c'était sympa de lui apprendre des bêtises. Et il y a aussi la responsabilité de l'usager. Une assistante Siri ou Alice à domicile, en fonction de l'usage que vous en faites, ne fera pas la même chose, n'aura pas les mêmes types de références si elle continue à apprendre à vos côtés. Donc, tout ça, c'est encore hyper flou. C'est pour ça que je voulais faire un rapport sur l'intelligence artificielle et l'assurance, parce que ça allait être passionnant, mais la crise sanitaire m'a empêché de faire tous les 3 sujets que je voulais faire, donc je n'ai fait que 2, malheureusement, mais le sujet est passionnant. Et en termes de responsabilité, le rédacteur de l'algorithme, celui qui implémente au véhicule, le constructeur de véhicules, enfin, je veux dire, il faut répartir la responsabilité parce qu'une seule personne ne pourrait être pas totalement responsable tant qu'on n'aura pas aussi appris des erreurs de la machine à force d'usage. Ça va être quelque chose qui va se construire. Et votre sujet suivant, à savoir si on est capable d'assumer le climatique. Par exemple, tous les grands risques émergents qui seront très compliqués à couvrir financièrement, aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce que sur le champ européen, est-ce qu'on est en capacité d'absorber financièrement des risques comme des risques climatiques?
Vous savez très bien que ça ne fonctionne pas exactement comme ça, que les assureurs se réassurent, que les réassureurs sont mondiaux, qui ne sont pas bien nombreux, et qui mettent les limites de leur réassurance. Et donc, quand l'assureur n'est pas certain de son exposition, il va se réassurer beaucoup, et donc ça va lui coûter très cher. Et en plus, il peut se faire refuser parce qu'on voit bien que le marché est tendu. Est-ce que c'est un problème de capacité financière, ou est-ce que c'est une problématique de volonté du fait qu'on ne maîtrise pas l'exposition? Je pense que c'est pas un problème de financement. On a vu la crise sanitaire, les gouvernements d'une grande partie du monde avaient financé le risque sur le budget en faisant des emprunts à des taux négatifs. C'était la belle vie. On avait le droit de sortir de nos obligations en termes d'endettement au niveau européen. Finalement, l'argent, on le trouve. C'est pas un sujet. Il y a énormément de cotisations, d'épargne, voilà. C'est pas un problème d'argent. Je pense que c'est un problème de peur de s'engager dans certains risques, et que sans visibilité, les assureurs du monde entier ont tendance à se rétracter un petit peu. Après, il y a des approches très différentes. Il y a des approches anglo-saxonnes et il y a des approches plutôt européennes en termes de choix de risque, de choix d'exposition, et puis de l'approche de la tarification aussi, qui est assez différente. Et on voit bien les différences, ne serait-ce que sur la cyber, entre les États-Unis et la France. Valéria, une dernière question, parce qu'après le directeur général de CNP va se connecter. J'ai parlé trop longtemps, je suis désolée. Non, dernière question, parce que ça m'intéresse d'avoir vos éléments de réponse. Quelle est votre vision de l'assureur à 2050 ? J'ai entendu de la prévention. S'ils ne font pas de prévention, les assureurs seront malmenés, potentiellement. Pour moi, l'assureur à 2050, il est smart, il est intelligent, il est vif. Ce qui est le cas déjà. Ce qui est le cas déjà, non? Donc, encore plus. Il est un peu moins conservateur quand même. Il se repose sur les nouvelles technologies, sur les capteurs pour le climatique, mais comme pour le reste. Il se repose sur l'industrie, les industries qui peuvent l'aider à mieux identifier les risques et être au plus proche de la réalisation de ces risques-là. Il est plus agile sur le marché. Il fait de la prospective encore plus que maintenant. Et il s'engage effectivement dans la prévention. Il n'a pas peur parce que du coup, il est mieux organisé dans son exposition. Il n'a pas peur de prendre certains risques. Et surtout, l'assureur français à 2050, il a comme priorité la souveraineté nationale. Et donc, il est assez vigilant à cela. Eh bien, Valéria, il y a un bel avenir pour le monde de l'assurance français. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.